Après 18 mois de crise sanitaire, l'économie française retrouve des couleurs. En cette fin de mois de septembre, elle se situe quasiment, en termes d'activité, au niveau qu'elle connaissait au mois de février 2020, juste avant le début de l'épidémie. La production est à 2-3% de ce qu'elle était en 2019. En ce qui concerne l'emploi, bonne surprise, c'est même surprenant. Il y a plus d'emplois, plus de personnes occupées actuellement qu'il n'y en avait avant la crise sanitaire. Le taux de chômage diminue et les perspectives de croissance pour l'année sont plutôt très encourageantes. On espère un taux d'expansion du PIB d'au moins 6% pour l'année 2021. Espérons que cette situation perdure et concerne en particulier 2022. La crise du Covid a modifié évidemment plusieurs points au sein de l'économie française, comme d'ailleurs dans l'ensemble des économies mondiales. Premièrement, le digital s'est renforcé, que ce soit pour le e-commerce, que ce soit pour le télétravail, que ce soit également en matière de santé. Ce phénomène va continuer, va s'accélérer. Nous avons par ailleurs pris conscience de la fragilité de notre économie, de la vulnérabilité à la fois de la vie humaine et à la fois des activités industrielles, commerciales. Et donc nous avons pris conscience qu'il fallait prendre des mesures de protection face à de nouveaux risques, et en particulier face aux risques épidémiques. Nous avons également pris conscience que si la mondialisation était quelque chose de positif pour notre activité, cela pouvait se révéler dangereux en matière de dépendance en ce qui concerne certains produits, en particulier les produits liés à la santé. La crise sanitaire a donc modifié à la fois notre regard sur l'économie, sur la société, et puis également, à titre personnel, certaines veulent changer de mode de vie, souhaitent des appartements plus importants, plus grands, souhaitent un nouveau cadre professionnel, aller à la campagne ou être en télétravail plus longtemps. Donc on voit bien que cette crise ne sera pas sans conséquences sur l'ensemble de nos vies, individuelles comme collectives. Depuis le début de la crise sanitaire, nous devons faire face à des incertitudes, à des changements de pied face à l'épidémie. Les nouvelles s'enchaînent. Et dans le même temps, nous sentons bien qu'on manque un peu de guide, on manque un peu de référence, on manque un peu de consensus. Il y a beaucoup de défiance dans les populations des pays occidentaux. Les gouvernements sont mis en cause, voire même on va accuser les ministres, on va les déférer devant des tribunaux, ce qui est jamais arrivé dans notre passé proche, voire lointain. On n'imagine pas un président du Conseil sous la Troisième République déféré devant la justice pendant une bataille, Verdun ou une autre. Donc nous sommes dans une époque tout à fait différente de ce que nous avons pu connaître lors de graves crises. Et c'est vrai qu'il nous manque aujourd'hui parfois un peu des héros. Et c'est vrai que la disparition, par exemple, de Jean-Paul Belmondo, qui était tout un symbole pour les Français, qui était à la fois un homme de la nouvelle vague et du cinéma populaire, qui était capable de dépasser les frontières, être à la fois, on va dire, aimé par les classes moyennes, par les classes aisées. Il transcendait. Et c'est vrai qu'en France, d'ailleurs, comme aux États-Unis, on a du mal à trouver des personnages, des personnalités qui transcendent et qui arrivent à amener la population avec elle sur des sujets compliqués. Dans le passé, nous avions les intellectuels. Jean-Paul Sartre, Raymond Aron. On pouvait être l'un ou l'autre. Mais ils étaient présents. Aujourd'hui, il est plus difficile pour des jeunes comme des moins jeunes de s'identifier à des héros. C'est ça ce que je voulais dire à travers la formule que vous avez donc indiquée et qui fait référence à un article de la lettre économique du Cercle de l'Épargne. Le compte à rebours
est lancé pour l'élection présidentielle qui aura lieu en 2022, non pas au mois de mai, comme cela s'est passé les dernières fois, mais au mois d'avril. Il nous reste quelques mois d'utiles avant cette échéance capitale pour la France, pour notre pays. Il apparaît dans le contexte post-crise sanitaire, en espérant réellement que nous sommes dans une situation de post-crise sanitaire, pour adopter une réforme dite systémique, qu'elle concerne la retraite, la dépendance, voire le système de santé. Je pense raisonnablement que le président de la République souhaite faire quelques gestes, prendre quelques mesures symboliques en faveur de telle ou telle catégorie de la population, retraités ou futurs retraités. Je pense par exemple au minimum contributif, aux retraites les plus petites dans le monde agricole ou pour certaines catégories d'indépendants. De là à engager le Big Bang de la réforme des retraites, tel qu'il l'avait vu en 2017 ou 2018, je pense que le calendrier ne s'y prête pas et le contexte non plus. En matière de dépendance, il y a des mesures qui sont annoncées, mais la véritable architecture de cette 5e branche de la sécurité sociale, essentielle compte tenu du vieillissement de la population, le nombre de personnes dépendantes d'ici 2040 devrait doubler. Je pense que le cœur de cette réforme interviendra après l'élection présidentielle et après les élections législatives programmées au mois de juin. Si Emmanuel Macron souhaite communiquer sur ces réformes, c'est qu'il y a derrière un objectif. Premièrement, prouver qu'il est toujours en action. Deuxièmement, rassurer nos partenaires européens, car il ne faut pas oublier que la France dirigera l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022, c'est-à-dire en pleine période électorale. Cela n'a jamais été fait et ça va être un exercice pas facile. Depuis le début de la crise sanitaire, les Français ont épargné fortement. Plus d'un cinquième de leurs revenus ont été mis de côté. C'est normal, ils ne pouvaient pas consommer, les commerces étaient fermés pendant les confinements, surtout le premier. Et puis il y avait l'anxiété, la peur de perdre son revenu ou son emploi. Tout ceci a contribué à l'augmentation du taux de l'épargne. 157 milliards d'euros de plus par rapport à une période antérieure, une période normale, ont été mis de côté. 80% de cette somme a été placée sur les comptes courants, dont le montant dépasse 509 milliards d'euros. Et également sur le livret A, le livret de développement durable, voire les livrets bancaires. L'assurance vie a terriblement souffert pendant le premier confinement, avec plusieurs mois de décollecte, avant de se rétablir progressivement et de retrouver son rythme de croisière d'avant-crise, entre 1,5-2 milliards de collecte nette chaque mois, néanmoins avec une différence. Premièrement, une différence par rapport à la période précédente, mais surtout une différence par rapport aux crises précédentes. Les épargnants, les assurés ont maintenu donc les unités de compte dans la collecte à un niveau important, voire ils ont augmenté cette proportion des unités de compte, qui représente désormais près de 40%. Lors des précédentes crises, ce taux, cette proportion, pouvait descendre en dessous de 12%. Quand il y avait une crise, on ne voulait plus d'actions, on les vendait à perte. Cette fois-ci, certains ont été opportunistes, ils ont acheté quand les cours étaient bas et ont profité de la hausse qui s'en est suivie. Ça, c'est un changement majeur de cette crise. Concernant le plan d'épargne retraite, depuis sa création, sa mise en œuvre, le 1er octobre 2019, plus de 2 millions de plans d'épargne retraite individuels ont été souscrits. L'encours dépasse 20 milliards. Il y a certes beaucoup de transferts, de transformations de vieux produits, PERP, contrat Madelin en particulier, mais il y a également une collecte nouvelle. Et les mois passants, c'est la collecte nouvelle qui prend le dessus sur les transferts. Ce produit dans un contexte exceptionnel, historique, produit qui est un produit de long terme, aurait pu souffrir. Or, il arrive à s'installer dans le paysage de l'épargne française, car il répond à des besoins, à des attentes. Les Français sont inquiets en matière de retraite, en matière de niveau de vie
pour leur retraite. Et évidemment, le plan d'épargne retraite a comme objectif de constituer un supplément de revenus ou de capital, et ça c'est la nouveauté, en vue de la retraite. Et c'est pour ça qu'il rencontre un succès d'estime et plutôt même un succès réel.